Eh ben, bonjour tout le monde. Donc du coup, je suis Robin. Voilà, donc là, on va parler beaucoup plus technique cette fois-ci. Déjà, juste, est-ce que c'est assez grand le texte? Est-ce qu'il faut que j'essaye de zoomer? Ok. Donc du coup, on va prendre une petite situation. Vous êtes dans une startup et voilà, vous êtes un développeur et vous avez absolument besoin de faire des statistiques sur vos utilisateurs. Donc vous avez une collection d'utilisateurs, vous allez la manipuler en faisant du filtrage, des transformations, des agrégations à la fin, tout ça. Voilà, pour arriver à extraire de l'information de votre base d'utilisateurs. Et du coup, il va falloir coder ça. Donc on va le voir, enfin en fait, on va faire deux fois la même présentation. Une première fois avec l'approche impérative, que je suppose que vous connaissez, et une deuxième fois avec le, enfin pour ceux qui codent, et une deuxième fois avec, avec l'approche fonctionnelle. Mon but, c'est pas de vous convaincre qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Mon but, c'est de vous rajouter une corde à votre arc et parce que je pense que vous maîtrisez quand même plutôt l'approche impérative, vous montrer un peu ses limitations. Je passe pas sur l'approche orientée objet parce qu'en fait, dans le cas qui nous intéresse, ça serait très similaire à l'approche impérative. Donc, comme je disais, on va commencer avec on va commencer notre implémentation dans lequel on veut justement faire des stats sur nos utilisateurs et on fait ça en impératif. Donc déjà, le premier truc qu'on peut voir, c'est que c'est relativement simple en termes de construction. Il y a des for, il y a des if, enfin que des trucs de base. Et ça, c'est un gros point fort parce que n'importe qui est capable de le lire. C'est même globalement immédiatement évident ce que ce genre de code fait. Donc ça, c'est le gros point positif de l'approche impératif. Dans les cas simples, c'est super simple. Bon, sauf qu'évidemment, votre startup elle a grandi et maintenant vous avez c'est beaucoup plus complexe d'arriver à faire, il y a des besoins métiers qui sont plus complexes. Et donc tout à l'heure, on avait un peu de filtrage, une transformation qui était simple, puis une agrégation à la fin. Maintenant, c'est plus complexe parce que le filtrage, il est plus gros. La partie où on fait notre transformation, elle est également plus grosse. On a encore du filtrage à la fin. Oups, pardon. On a encore du filtrage à la fin et notre agrégation qui est tout à la fin, en fait, elle est vachement loin du début. Donc déjà, qu'est-ce qu'on remarque? Donc il y a de la complexité en plus, mais ça c'est normal puisque la complexité métier a augmenté. Par contre, la structure est vachement moins claire qu'avant et on s'est senti obligé de rajouter des commentaires pour bien comprendre la structure. Je pense que ce genre de commentaires avec des petits 1, petits 2, petits 3, vous les avez déjà vus dans du code. C'est pour essayer justement de regagner de la clarté parce que le code lui-même n'est pas naturellement clair. D'autre part, l'agrégation, elle commence ici. Et le seul endroit où on en parle, c'est ici, ce qui est vraiment beaucoup plus loin, ce qui n'est pas très pratique. Donc il y a aussi de la perte de clarté. Normalement, quand on est dans ce genre de cas, on devrait se dire, bon, c'est pas grave, je vais factoriser un peu des trucs, ça va être plus concis, et après, ça redevient lisible. Le gros problème qu'on a, c'est que l'itération sur la collection, donc le for qui est ici, il interagit avec les continues, avec le break, et en fait, le flow de l'itération interagit assez mal avec les transformations qu'on fait. Parce qu'on pourrait dire, je vais filtrer, je vais extraire cette partie-là, oui, mais comment est-ce que je fais pour extraire les continues? Ou alors, je vais extraire cette partie-là, c'est dommage parce que c'était le cœur de l'algorithme, et ça va être on va perdre en localité. Donc globalement, il n'y a rien d'insurmontable. Enfin, je veux dire, ce genre de code, vous l'avez forcément vu et ça existe, ça fonctionne. C'est juste que ce n'est pas aussi optimum que ce qu'on aimerait. L'autre conséquence que ça, c'est que si on voulait réutiliser une partie, par exemple, si je voulais prendre ces deux blocs-là et les réutiliser pour filtrer une autre collection de données, en fait, c'est pas évident comment est-ce qu'on devrait le faire. Déjà parce qu'il y a un break qui interagit avec l'itération. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait créer des collections temporaires, donc avoir une première partie de filtrage qui renvoie à une collection intermédiaire, ensuite une deuxième partie qui renvoie à une collection intermédiaire, puis la phase finale. Mais là, du coup, on aurait des pertes en termes de performance. C'est pas insurmontable. Moi, personnellement, je vais plutôt avoir tendance à dupliquer le code, avec tous les inconvénients que ça a. Mais voilà, il n'y a rien d'insurmontable, mais c'est pas aussi bien que ce qu'on aimerait. Votre startup aussi, elle a vachement grandi. Maintenant, vous avez plusieurs milliards d'utilisateurs, parce que quand même, ça grandit vite. Et en fait, vous allez avoir besoin de faire vos stats, mais de manière plus rapide. Donc, vous allez vouloir paralléliser.
Et comme tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, il n'y a rien d'insurmontable, mais ce n'est pas évident. Parce que là, vous allez vous dire, en fait, je vais créer un pool de threads. Je vais prendre ma collection, je vais la diviser en différents paquets, je vais la dispatcher sur chacun de mes threads. Et ensuite, j'utiliserai probablement des mutex ou une autre primitive de synchronisation à la fin pour faire mon agrégation. Complètement possible, mais ce n'est pas trivial. Voilà, donc globalement, ce qu'on peut en dire, c'est que l'approche impérative, elle marche bien, mais quand les besoins métiers deviennent complexes, il y a des choses qui deviennent difficiles. Donc maintenant, on va passer à une autre approche, qui est l'approche fonctionnelle. Et je vais diviser mon écran en deux pour vous mettre... Ah oui, non, pardon, j'ai juste oublié un petit truc. Donc, quand je suis sur une approche impérative, j'ai tendance en fait à extraire mon code exactement de cette manière-là. C'est-à-dire que donc là, j'ai mis tout le code qu'il y avait au-dessus et j'extrais dans une fonction qui va prendre en paramètre une collection, qui fait tout son traitement et qui renvoie le résultat final. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que quand je travaille en impératif, j'ai plutôt tendance à penser ça comme étant une manipulation de collection. Et on va voir que, en fait, en changeant complètement notre façon de penser, notre façon d'organiser notre code, on obtient d'autres résultats. Donc, comme je le disais, on passe sur la partie fonctionnelle et je vous laisse l'impératif à côté. Donc déjà, premier truc, c'est différent. Il y a plus de vocabulaire à connaître. Mais une fois qu'on a passé cette phase d'apprentissage, et ce n'est pas non plus à négliger, hein, il y a une vraie phase d'apprentissage, mais une fois qu'on l'a passée, c'est également immédiatement évident ce que fait le code à ce niveau-là. C'est aussi simple à comprendre que ce qui est ici, c'est juste qu'il y a un petit peu plus d'apprentissage pour s'y habituer. Passer ça, les deux se valent. C'est aussi très vaguement plus court, mais c'est complètement négligeable à cette échelle-là. Et maintenant, on va reprendre du coup le deuxième exemple. Où est-ce que je l'ai mis? Donc, voilà, c'est exactement le même code, avec du coup l'approche fonctionnelle à droite et l'approche impérative à gauche. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que cette fois-ci, tout tient sur la même page, alors que tout à l'heure, ça ne tenait pas. Donc, c'est un peu plus condensé, ce qui veut dire que la limite à laquelle, la limite de complexité métier qui va nécessiter d'avoir du refactoring, on va l'atteindre un peu plus tard. Ça, c'est quand même pratique parce que ça veut dire que là, on était gêné, on ne l'est pas encore. On le saura à un moment, c'est évident, mais on ne le saura pas tout de suite. D'autre part, on n'a pas besoin d'avoir tous les commentaires qui disent voilà, où est-ce qu'on en est dans les différentes étapes, parce que la structure elle-même la structure du code reste évidente. Il y a plus de vocabulaire à connaître. Genre là, on vient d'introduire un tag while qu'on n'avait pas avant, mais ce vocabulaire permet de garder la structure. En plus, pour extraire différentes fonctions, si jamais on se disait bon, ça c'est trop grand, c'est aussi assez simple parce qu'il y a vraiment des blocs qui se dégagent. Et donc du coup, on pourrait dire je vais extraire ces blocs. Un autre truc aussi qui est vraiment très chouette, c'est que voilà. Donc, je vous ai réécrit là à gauche exactement la même chose que ce qu'il y a à droite, à part que j'ai mis des étapes intermédiaires. C'est-à-dire que là, on chaîne les différentes fonctions, et ici, j'ai juste mis des variables intermédiaires pour avoir le chaînage. Ce qui est vachement bien, c'est que du coup, tout à l'heure, on voulait extraire cette partie-là pour la réutiliser ailleurs. En fait, là, c'est vachement facile. Je vais juste avoir une fonction qui prend en paramètre du coup iter 2 et qui retourne iter 4. C'est ce que j'ai fait en dessous. Voilà. Donc du coup, c'est la partie qui est ici. On prend un itérateur en entrée, on renvoie un itérateur en sortie. Et donc du coup, ça veut dire que notre code il devient réutilisable. Et ça a plein d'implications ultra fortes. Ça permet notamment, du coup, déjà de réutiliser dans plusieurs structures. Ça permettrait aussi... pardon, excusez-moi, je me suis stressé. Ah oui, ça permettrait par exemple aussi de changer l'entrée. C'est-à-dire que là, actuellement, on a une collection qui est un vecteur. On peut le regarder ici. Hein. C'est un vecteur. Si j'avais par exemple une hmap et que je veux juste récupérer les clés de ma hmap, je pourrais. Si j'avais une liste, pareil, je pourrais. Le seul truc qui changerait, c'est le tout début. C'est j'ai ma collection, puis je la transforme en quelque chose qui permet d'itérer. Et tout le reste, il reste exactement pareil. Je pourrais aussi changer l'agrégation à la fin. Là, je fais le sum, je pourrais prendre le maximum. Voilà. Donc toutes ces transformations-là, ça demande un changement qui est très local, au lieu d'avoir quelque chose qui a un impact majeur sur le code. Et là où c'est le plus fort,
c'est qu'en fait, si j'avais voulu paralléliser tout ça, eh ben, le seul truc que j'ai besoin de changer, c'est, donc là, en l'occurrence, c'est du Rust. Je pourrais utiliser une librairie qui s'appelle Rayon. J'écris, au lieu de... Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est que je pense qu'il m'a changé de clavier. Oui, c'est exactement ça. Pardon. Voilà, donc du coup, je disais, la seule chose à changer, ça serait de dire ceci. Et là, au lieu d'itérer de manière séquentielle, j'itérerai par bloc. Et concrètement, en fait, si on regardait les types concrets des variables qu'il y a ici pour les différentes variables intermédiaires, ce que ça changerait, c'est qu'en fait, à la fin, ce n'est pas itérateur.somme, ça serait parallélitérateur.somme. Et donc, du coup, le changement qu'il y a au niveau du code, c'est côté librairie à ce niveau-là, qui va justement s'occuper de diviser en chunks, les paralléliser et tout ça. Voilà. Donc du coup, j'ai terminé ma présentation. J'espère que je vous ai montré pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont vachement fans de cette approche-là. Et ça ne veut pas dire que... elle n'y est plus. Ça ne veut pas dire que le fonctionnel... que l'impératif, c'est pas non... L'impératif, c'est pas une mauvaise méthode. C'est juste que c'est une méthode qui a certaines limitations. Et si vous savez quand utiliser les bons outils au bon moment, il y a des moments où cette approche-là, elle marche mieux. Est-ce que vous avez des questions ?